Et je représente Cœur de Bastide, puisque aujourd'hui nous recevons Franck David pour son dernier livre. C'est Mehdi qui va aider Franck David à présenter ses œuvres ou son œuvre. Alors moi je m'appelle Mehdi, ça fait 1 an et demi que je suis sur le territoire troyen. On a tendance à voir que Sainte-Foy est une ville un peu en déshérence, mais au final moi je découvre que c'est tout le contraire, au vu du nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui, c'est que véritablement il y a en tout cas une dimension de s'ouvrir à la culture, à la littérature, à la poésie. Et Mehdi, c'est pas pour rien qu'il est là, il a, au-delà du fait qu'on puisse travailler ensemble régulièrement, il a une accointance par rapport à la littérature et à la poésie, et on a des discussions régulières sur cette question-là, et je trouvais que ça permettait aussi de faire un lien de ce qu'il peut connaître de la littérature et de ce qu'il fait aussi en littérature. Donc je suis assez honoré de ça. Juste remercier en effet Cœur de Bastide et de l'organisation. On est au cœur d'une Bastide, on est au cœur de Sainte-Foy. C'est vraiment là où je suis né, je suis foyen, je suis né à Sainte-Foy-la-Grande. Donc forcément ça résonne d'une autre manière quand je suis ici, et d'autant plus pour présenter avec l'humilité des ouvrages qui après sont ceux qu'ils sont, et c'est surtout d'être parmi vous et de discuter qui m'intéresse. Alors on va tout de suite commencer. Ce roman s'appelle Première fois, et je vais vous demander à tous d'écrire sur des petits bouts de papier que vous allez faire passer entre vous ce que ça évoque pour vous une première fois. Je vais poser quelques questions sur plusieurs thématiques qui reviennent dans le livre à Franck. Sur ces thématiques, vous pouvez bien entendu réagir. Je vais lire le 4e de couverture que vous avez peut-être aperçu, que vous avez peut-être lu, et que je trouve assez éloquent et assez proche, tant dans son style que dans le fond de la structure du roman. Un homme, une femme, des différences, un amour hors du commun. Des histoires se mêlent, des rencontres s'entremêlent, une douleur ineffaçable, une mémoire qui efface. Puis, une myriade de premières fois, pour mieux renaître à chaque fois. Défloration d'une existence pour un amour irrépressible. C'est le premier livre de... Alors, on peut poser la question, hein, est-ce que c'est la première fois, Franck ? La première fois, ça doit être le 51e ouvrage. Oui, ça dépend de ce qu'on appelle publié. Alors, sous forme oui. Et il y a 51e, c'est le 51e ouvrage, donc il y a eu 51 œuvres, il y en a eu d'autres après, donc je dois être à 53 aujourd'hui, mais tout mélangé, c'est-à-dire les romans, les réflexions, les poésies. Donc vous en avez quelques-uns qui sont sur la table, mais forcément, moi j'ai commencé en 1986 à écrire, et j'ai commencé à écrire beaucoup plus tôt en fait. J'ai commencé à faire mon premier ouvrage quand j'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans. Et ensuite j'ai toujours continué. Donc forcément ça s'annonçait. Le premier ouvrage publié, c'était quand ? 1986. Rêve d'adolescent. Ah oui, j'avais 13 ans. 13 ans et demi. L'étonnement d'une première fois, l'inconnu et la surprise, les promesses. La première fois, c'est la magie, le lien invisible à l'univers tout entier que nous recevons à travers nous grâce à la porte céleste que nous ouvre l'autre. Martine. Anxiété, positivement connotée, se jeter dans l'inconnu. Une première fois que mon fils est romancé. Première rencontre avec une amie à l'école maternelle. Premières vacances en Haute-Savoie. Première fois que je fais l'amour. Et premier voyage en Australie. Première amitié, premier amour, première relation intime. Il y a toujours une première fois, beaucoup de poésie, de tendresse et beaucoup d'amour. Premier grand amour qui dure. Une découverte. La première fois, c'est celle où j'ai vraiment aimé. Aventure, découvrir, vivre, première fois. Chaque seconde est une première fois, de la naissance à la mort. Une découverte.
Premier amour, première expérience, émotion. La première fois qu'un enfant nous dit « je t'aime ». Curiosité, appréhension. Un fleuve d'émotions, une rivière de sensations. Titre d'une chanson. Découverte, firmament. Nouveau regard. La première fois où j'arrive dans une ville, dans un nouveau lieu. Ce qui me touche là-dedans, c'est qu'en effet, on se rend compte que quand on parle la première fois, il y a beaucoup de mots qui sortent, qui sont quand même des mots qui se raccrochent à des émotions particulières, des peurs aussi, mais qui sont aussi des émotions, et qui font qu'on est dans un langage poétique. On est déjà dans quelque chose, il y a des mots comme ça, firmament, sentiment, des mots comme découverte. Et ce sont des mots qui sont très utilisés en fait dans le langage littéraire, et parce qu'ils induisent derrière des formes d'émotions qui sont particulières, et qui font qu'on a envie de se romancer, on a envie d'imaginer des choses, on a envie aussi de se retrouver peut-être d'une autre manière. Et première fois, le roman, pour répondre à ta question, c'est forcément, c'est comment, d'abord au début, il ne s'appelait pas première fois, il s'appelait défloration. Donc on parle beaucoup d'amour, j'ai entendu beaucoup le mot amour, amitié, le premier regard, donc des mots quand même qui sont très touchants, qui sont positifs aussi. Je trouve qu'il y a une forme de langueur, une forme de positif derrière. Et donc ça s'appelait défloration. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, en effet, c'était une défloration. Et d'ailleurs, si après j'ai voulu que ce soit plutôt première fois, c'est que ça se décline. Il y a plusieurs premières fois, et à chaque fois, ces premières fois ne sont pas des véritables premières fois au sens premier du terme, mais première fois dans ce que ça nous apporte et dans ce que ça, le personnage, notamment Jules, ce que ça lui apporte et ce que ça lui donne comme résonance à chaque fois. Et donc il y a un mot qui a été dit tout à l'heure qui s'appelle renaissance, ça a été dit. Et oui, il y a de ça, une première fois est une forme de renaissance. Mais votre première fois, pour moi, effectivement, je pense d'abord à... Ça a été dit une fois, il me semble, au premier acte sexuel à proprement parler. Quand on parle souvent de la première fois, moi ça m'évoque ça en tout cas. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve un peu dans l'œuvre de Franck. Il y a beaucoup de premières fois amoureuses au sens de relations amoureuses, de relations sexuelles. Et c'est vrai que ce bouquin commence par ça. On commence par une relation sexuelle entre Jules et Émilie. Suite à cette relation assez particulière dans le livre qui est décrit à travers toute une poésie, tout un lyrisme, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre ces deux personnages, jusqu'au moment où, bien évidemment, il y a une rupture que vit très très mal Jules, le héros principal de ce bouquin. Dans cette rupture amoureuse, Alcide, l'associé, le collègue de Franck, va lui proposer de s'aérer un peu l'esprit en allant aux Pyrénées, dans sa maison, dans une maison qu'il a aux Pyrénées. Et il va passer beaucoup de choses à ce moment-là. Tout à l'heure, il y avait Jackie qui était là, qui est venu, ça m'a fait beaucoup plaisir de le voir. Il a été obligé de repartir, et Jackie, c'est lui qui a permis que je connaisse un village, en effet, dans les Pyrénées, et une bergerie particulière qui est décrite d'ailleurs dans le livre. Et c'est là une partie du livre qui a été écrite aussi dans cette bergerie, à Mont, donc un tout petit village, où il y a quelques dizaines d'habitants seulement, perchés en haut dans le col de Bailly-Rousseau. Donc un lieu que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est décrit d'ailleurs dans le livre. Et pourquoi il part là-bas? Tout simplement parce qu'il y a un tel désœuvrement lié en effet à une rupture qui, je rejoins Brigitte, n'est pas évident à chaque fois. Mais c'est une rupture qui est particulière, qui fait que le personnage sombre très vite dans une déprime, aussi connue en première fois, une déprime amoureuse, qui devient une véritable béance amoureuse pour finir en quelque chose de beaucoup plus noir, qui est une dépression. Et donc, l'idée, c'est de partir. Le personnage est un citadin, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la nature, qui est complètement déconnecté hors sol. Et donc, c'est de le faire partir dans un lieu qui le dépayse, mais aussi qui lui renvoie plein de choses, avec des rencontres à ce lieu-là, dans ce lieu-là, qui est en effet dans les Pyrénées, qui vont permettre qu'il conscientise des choses et qu'il se rende compte de plein d'autres premières fois.
effectivement, quand tu dis que... Pour moi, j'ai perçu le terme première fois, en tout cas dans le livre, comme une série de premières, enfin de rencontres. Donc de rencontres avec une série de personnages, Émilie, Fleur, Lila, Nathalie, Christian, mais aussi des rencontres avec la nature, des rencontres avec l'amour, des rencontres aussi avec lui-même. Je ne travaille pas trop un peu l'esprit du bouquin. Et donc tu as évoqué effectivement la personne qui était là. Et moi j'ai envie de te poser une question en fait sur le procédé d'écriture en fait, sur un auteur quand toi par exemple tu écris, quelle est la part d'inspiration, quelle est la part d'authenticité. Je sais que dans ce bouquin il y a un nombre assez fort de clins d'œil, beaucoup de choses que tu as dû vivre. Donc ma question, elle n'est pas pour te bousculer un peu, mais c'est de savoir vraiment quel lien entre le personnage et l'auteur, entre les événements et la réalité de la vie, de ce que toi tu as vécu, et plus généralement, comment est-ce que tu t'inspires de ta vie pour écrire, comment tu fais pour retranscrire ce que tu vis dans tes romans. Oui, ça c'est la question qu'on me pose de temps en temps, et qui est souvent posée d'ailleurs à ceux qui écrivent à mon avis, c'est est-ce qu'on est dans le personnage, véritablement. Non, forcément, dans l'absolu, non, parce que ça voudrait dire que il faudrait, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le roman avant Charlotte, dire ça ferait peur et vous ne me parleriez plus au regard du personnage que j'ai dépeint. Mais forcément, par contre, il y a des clins d'œil parce qu'il y a des émotions, encore une fois, que j'ai vécues et que j'ai besoin aussi d'expurger, ou du moins d'exorciser, et que j'utilise ce prétexte quelque part pour le faire. De là à dire que le personnage Jules est ce que j'ai vécu, non, à 80%, 80-90%, non, c'est de l'imaginaire, c'est de la quelquefois de la fantaisie, c'est de la comédie, c'est du roman, c'est de la fiction. Mais oui, il y a des clins d'œil, oui, il y a des choses particulières que j'ai vécues quand j'ai écrit ce roman et que j'ai eu besoin de partager d'une manière romantique ou poétique, je ne sais pas comment on peut dire, pour un peu me décharger de ces charges émotionnelles. Quand on parle des Pyrénées ou quand on parle de la nature, quand on parle de cet amour particulier qui, forcément, dans mon adolescence ou même dans ma jeune vie d'adulte, n'a pas vécu des ruptures particulières, compliquées, ce qui a été en effet mon cas, où j'ai mis des années à m'en remettre. Je ne suis pas tombé dans une dépression, donc je ne suis pas dans le personnage, mais j'aurais pu, pour le coup. Quand à un moment donné, il y a des... voilà, donc je ne veux pas trop en dire, mais non. Ce que je veux dire là, c'est que quand un écrivain, je pense que c'est heureusement qu'il ne va pas à chaque fois traduire ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que d'abord ça serait compliqué, et puis ceux qui écrivent énormément de romans, je veux dire, ils auraient énormément de vies différentes. Donc non, c'est beaucoup de fiction, imaginaire, surtout des émotions que j'avais voulu dégager de ce que j'avais vécu, je vivais en ce moment. Mais il y a aussi des clins d'œil, je pense à des clins d'œil un peu politiques. Alors sur ce bouquin, il y a des moments où ça y va. C'est pour ça que j'ai posé cette question de manière voilà, un peu provocatrice. C'est qu'à un moment donné, tu fais référence à un type qui s'appelle Christian, qui est véritablement dégueulasse, et qui est le propriétaire du Grand Pineuil, d'un magasin qui s'appelle le Grand Pineuil. Ah pardon, du Grand Leclerc. Là, pour le coup, je m'inscris en fausse, c'est juste Christian et le directeur dans la vallée de Mont, dans la vallée, je veux dire, enfin, dans la vallée des Pyrénées, qui est en effet directeur d'une grande surface. C'est aussi des détails qui ont une importance dans le sens où c'est la réalité des lieux géographiques. Je parle de l'eau d'un Viel, je parle du restaurant qui est en face de la supérieure, tout ça c'est la réalité, vous y allez, vous allez vous promener, vous allez le voir, quoi. Donc forcément que quand on parle de grande surface, on va choisir quelques enseignes que l'on connaît bien, alors tu parles de politique, je vois ce que tu veux dire derrière, je pense comprendre ce que tu veux signifier. En l'occurrence, le personnage, Christian, que l'on pense comme quelqu'un de dégueulasse, forcément quand on va le lire, on va tout de suite avoir cette première impression.
en tant qu'individu, ça n'a rien à voir. Enfin, si, on parle à un moment donné de ce qu'il peut faire endurer à ses employés, mais assez rapidement, c'est juste des choses. Mais c'est pas tant un homme dégueulasse que quelqu'un qui a aussi eu une certaine souffrance. Donc c'est aussi ça qui est évoqué. Alors c'est peut-être plus en filigrane, mais c'est aussi évoqué. Donc on n'est pas un monstre, on peut le devenir par rapport à ce qu'on a vécu aussi, ou par rapport à des éducations particulières, ou aussi peut-être des premières fois. C'est plus effectivement pour un système, là j'ai retrouvé la page, je me permets de lire donc cet aspect critique qu'il y a dans ton bouquin. Je ris au fond de moi, même si je suis libéral. Je connais les mécanismes d'écrasement de la majorité des peuples ectoplasmiques qui produisent pour une petite minorité, dont je fais partie, laquelle a comme unique volonté de conserver, d'une manière dynastique, le pouvoir de l'argent et sa transmission génétique. Allez-y, consommez chez Leclerc et consorts, et vous avalerez votre condition de serf moderne qui se croit affranchi en possédant quelques biens matériels sous la férule des créanciers charognards se délectant sur votre mort annoncée. Vous êtes mort d'exister et vivant de consommer. Le prix est élevé, mais vous n'y voyez rien, berné par le système consumériste que le fameux et spécieux pouvoir d'achat vous offre si généreusement. Le libéralisme, sous la férule des banquiers vous aime, c'est bien connu. Il œuvre pour qu'enfin vous vous sentiez libre. C'est en ce sens-là que je parlais de critique politique, de critique du système capitaliste. Oui, mais justement, le personnage qui dit ça, dit « je suis un libéral ». Je le comprends, je le conscientise, je suis un libéral. Voilà, c'est tout ça qui est mis en relation. Oui, forcément que j'y vais un peu de ce que je ressens et de ce que je pense depuis un certain temps en termes politiques sur cette mainmise de la consommation, de cette économie uniquement basée sur la consommation qui fait qu'on devient des esclaves plus qu'on est des personnes avec une liberté et une liberté autre que d'acheter. Donc c'est vrai que le pouvoir d'achat, alors on utilise Leclerc et consorts tout simplement parce que dans la logique du Leclerc, pour moi, quand on regarde les pubs qu'ils font, c'est toujours sur le pouvoir d'achat, c'est toujours on va aider le consommateur. Voilà, on va aider le consommateur parce qu'il va avoir plus de pouvoir d'achat. Ce qui est une hérésie absolue qui est racontée en effet. Et je dis bien Leclerc et consorts pour rappeler que c'est pas Leclerc seulement, c'est Leclerc et les autres enseignes qui sont dans cette logique. Il y a effectivement une critique politique, mais c'est aussi très très poétique le passage que je viens de faire. Pour moi, c'est véritablement un bouquin qui rentre en résonance avec des œuvres précédentes, qui sont en majorité, je dis si je me trompe, beaucoup de poèmes, beaucoup de recueils de poésie. Et ce roman, effectivement, il y a beaucoup de thèmes qu'on retrouve dans la poésie de manière générale, l'amour, la nature, la muse, qui est Émilie, les descriptions lyriques, et c'est aussi un bouquin qui est véritablement truffé de poèmes. Pourquoi du coup avoir choisi cette forme de roman poétique? Je ne sais pas si on peut appeler ça un roman poétique. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment quelque chose que je me dis moi à moi-même et que je ne dis jamais à personne. Oui, moi j'appelle ça un roman poétique. Ça ne se dit pas dans le jargon littéraire, c'est comme ça. Aucun éditeur, je pense, ne pourrait imaginer qu'on puisse le dire, parce qu'il y a la poésie, ça fait peur, c'est un autre langage littéraire particulier. Je suis en effet beaucoup plus axé sur de la poésie que des romans, et c'est pour ça que les romans transpirent cette poésie-là. Mais c'est parce que c'est toujours compliqué. Alors d'abord, il faut juste repartir sur une véritable forme d'humilité. Moi, je ne me considère pas comme un écrivain, enfin, à la limite, je me considère plus comme un poète qu'un écrivain. Si je suis un écrivain, je suis plutôt un écrivaillon, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de donner quelques émotions, qui va faire passer des choses, mais de là à être un romancier ou des choses comme ça, je ne m'y risquerai pas. Et donc j'en profite, parce que je n'ai pas la charge de l'éditeur derrière moi, je n'ai pas l'éditeur à côté de moi, qui me donne des injonctions particulières. J'en profite en effet pour me faire plaisir avant tout, c'est-à-dire de romancer en étant dans l'image, dans la métaphore, aller chercher aller faire partir dans l'imaginaire par d'autres moyens que de faire des phrases avec une syntaxe particulière et de romans qu'on peut lire. Donc ça je ne saurais pas le faire, je pense.
mais par contre j'essaie en effet de faire un mixte entre ce que la poésie peut offrir, aussi c'est libérer un peu nos chaînes sur cette chose quelque part qu'on nous a, je pense, mal apprise, qui est la poésie, qui est pour moi quelque chose de très très important, parce que ça résonne. Alors on est beaucoup sur l'émotion, sur les images, sur des choses concises qui permettent d'en renvoyer vraiment énormément de choses. C'est compliqué, la poésie, pour beaucoup, parce que justement c'est un art particulier. Et d'ailleurs, les romanciers aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de romanciers qui écrivent des poésies, il n'y a pas beaucoup de poètes qui écrivent des romans. C'est quelque chose de particulier, ça existe. On va parler de Victor Hugo, on peut prendre, pour être très contemporain, Michel Houellebecq, que moi j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup ce qu'il écrit en poésie surtout. Il est extraordinaire en poète, personne n'en parle, il n'y a aucun éditeur qui va parler de la poésie de Houellebecq. Il faut partir de là, si on veut dire Houellebecq, je pense. C'est le rythme qu'il a en termes de poésie. Voilà, il y a des poètes contemporains qui sont extraordinaires, mais de là à faire des romans. Alors il y a André Chédid et tout ça, il y en a qui sont des romanciers poètes, mais c'est rare en fait. On voit que c'est assez rare. Parce que je pense que c'est deux choses. Alors j'essaie de mixer un peu ça, mais je n'ai pas d'éditeur, donc tout va bien. J'ai une question, en fait, sur le besoin d'écrire. Donc tu nous as dit que tu as écrit à peu près une cinquantaine d'ouvrages. Donc en fait, d'où ça te vient ce besoin d'écrire? Est-ce que tu as envie de coucher sur papier des événements, des idées que toi tu as en tant que personne, que tu as envie de partager avec des gens? Ou bien est-ce que c'est purement et simplement juste pour la fiction? Ou bien, j'essaie de trouver différentes raisons en fait. Et je suis vraiment curieux parce que moi-même j'ai jamais écrit, je me suis jamais vraiment lancé là-dedans. Donc voilà, je peux imaginer, on aime imaginer et faire de la fiction, on aime jouer avec les mots, là ça rejoint un peu le côté poésie, ou bien juste pour se raconter. Donc pour toi, est-ce que tu te reconnais dans ces... Est-ce que je te la raconte? C'est ce que j'ai dit. Oui, je pense qu'on se le raconte tous. L'espèce humaine est là pour se romancer, c'est quelque chose qui est extraordinaire, donc on se romance, ouais. Se romancer, c'est être capable d'imaginer des choses et puis de raconter des histoires. On adore se raconter des histoires. Et on adore quand on nous raconte des histoires. Donc je pense que c'est ça qui fait que j'écris. Alors il y a autre chose forcément derrière. Je pense que par rapport au personnage de Jules, qui lui va tomber dans une dépression majeure, qui va tomber dans des troubles de panique compliqués à gérer et qui va tomber dans l'alcool aussi, moi si je ne suis pas tombé là-dedans, c'est je pense grâce à l'écriture. C'est-à-dire que sur ces premières fois, qu'on a tous vécu, et sur ces drames de première fois, des fois, quand on a des premières fois, ça peut être des premières fois d'une rupture, ou des ruptures qui sont particulières, des morts, des décès, c'est des premières fois tout ça, qu'il faut gérer, avec le trop-plein d'émotions que ça induit. Forcément que l'écriture, pour moi, ça a été un moyen, et c'est toujours un moyen de me libérer, comme je disais aussi tout à l'heure. Donc, et c'est une forme d'addiction. Je pense aussi que c'est un acte créateur et qu'on a besoin de ça pour se défouler d'une autre manière. Donc c'est pour ça que c'est, je pense, une survie pour moi. Si je n'avais pas eu ça, si je n'avais pas écrit tout ce que j'ai écrit, aussi mauvais que ça soit, si je n'avais pas écrit ce que j'ai écrit, je pense que je ne serais peut-être pas là à vous parler aujourd'hui, ou du moins je ne serais pas dans l'état où je suis aujourd'hui. Donc c'est une manière de tenir, de gérer les émotions et aussi de pouvoir transmettre quelques messages. Et c'est pour ça que c'est public, parce qu'il y a après passer l'acte de s'ouvrir sur ce que l'on fait, sur ce que l'on crée. C'est aussi une première fois quelque part. Arriver à un moment donné de se dire allez, je me jette et j'ouvre aux gens ma création quelque part, donc ce que je suis en moi. C'est déjà quelque chose, c'est un niveau où il faut passer. Alors moi je vais passer assez vite, parce que je vais passer aussi vite parce que je pense que je me suis, c'est sûrement une perte, je vais dire c'est un peu de la prétention, mais je me suis dit de toute façon il n'y a aucun enjeu, je peux le faire lire, je peux faire lire ce que j'écris, et donc dès le premier ouvrage que j'ai écrit en 13 ans et demi ou 14 ans, je ne sais plus trop, j'étais en 86, c'est en effet, je le montrais comme ça, alors forcément je le montrais à des gens qui étaient autour, et qui permettaient aussi d'avoir un regard sur les messages que j'avais envie de faire passer, et c'est ça qui m'a permis aussi de faire que je suis ouvert, et d'ailleurs je suis même plus qu'ouvert, parce que souvent je le dis, et quand j'offre des recueils ou des poèmes, je dis aujourd'hui ça ne m'appartient plus parce que je vous les offre
et c'est parce que ça ne m'appartient plus que vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais de là même, à les recomposer, à les retravailler, à les retraduire. J'en profite pour faire des clins d'œil du coup, parce que hier soir j'ai eu un truc qui m'est arrivé par un réseau social, où c'était le décès d'un ami, Olivier Cacouo, un foyen que beaucoup connaissent, à bien des égards, soit sur le côté positif, soit sur le côté négatif. On a passé énormément de temps ensemble, sur la poésie notamment, à lire, à écrire de la poésie, et donc à lire, à écrire ma poésie aussi. Et combien de fois je me suis fait engueuler par Olivier, mais combien de fois, avec la verve qu'il avait de dire les choses crûment, mais tellement juste et tellement vrai, en me disant mais t'es un espèce de gros feignant, t'imagines ce que tu es capable de faire et tu n'es pas capable de pouvoir travailler mieux que ça la littérature. Il m'a engueulé, mais c'était impressionnant, et donc ça m'a renvoyé ça, et je pense qu'il était tout à fait juste quand il disait ça. Je suis un espèce, pour ça je parle d'écrivaillon, je ne suis pas assez assidu. Si je voulais vraiment, et je pense que jamais je pourrais avoir d'éditeur à cause de ça, je pense, assidu pour vraiment traduire mieux, faire passer les choses encore mieux, travailler le côté littéraire encore mieux, et donc peut-être m'en sortir encore mieux. C'est effectivement très dommage ce que tu évoques là, parce que si on lit par exemple les passages qu'on a écoutés tout à l'heure, il y a une vraie technicité, il y a vraiment des choses qui sont travaillées. C'est-à-dire que là, dans le dernier passage, bon, c'est une poésie qui résume un peu tout ce qui est écrit dans le roman. Il y a 4 pages où c'est des alexandrins, où il y a une rime à l'hémistiche, c'est-à-dire au milieu de chaque vers, tu t'amuses à faire rimer les milieux de chaque vers. Donc il y a une vraie technicité. Pourquoi cette fainéantise en fait? Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi quand tu dis écrivaillon, à quel moment est-ce que ta première fois, à quel moment est-ce que tu vas sauter le pas en fait et passer à une première fois, voilà, une première publication, un premier travail dans la rigueur de ce que tu écris? Moi je trouve ça très rigoureux. Après je suis qu'un humble amateur de poésie, mais pour moi ce que tu fais c'est déjà énormément de travail. Là, ce que tu racontes, ce que tu dis là, c'est juste un petit clin d'œil tout à fait à la fin du roman, parce que le roman, c'est pas une poésie quand même. Et à la fin, en effet, je me suis amusé à résumer tout le roman avec un style littéraire particulier qui est un alexandrin hémistiche, qui est en effet un style un peu plus compliqué. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Philanthrope il y a quelques années de ça, entièrement en alexandrin, où il y a 1800 pardon, et ça m'a pris 10 mois. Un roman comme ça me prend 3 semaines. La différence, elle est notoire. Ça veut dire qu'on n'est plus sur les mêmes logiques. Et donc, quand je parle de fainéantise, c'est aussi avoir le temps de le faire. C'est compliqué. Je n'ai pas de rigueur parce que j'ai toujours eu, et je sais que c'est un défaut, un énorme défaut pour moi, de considérer, parce que je sais que je suis très très loin de pouvoir écrire la poésie comme des poètes qu'on connaît bien, et parce que ça demande en effet je pense que Victor Hugo, il écrivait énormément, il jetait énormément avant de commencer à se lancer dans une véritable poésie. Il écrivait et puis il jetait énormément. Et je pense que moi j'aurais besoin énormément de faire ça, et j'y arrive pas, voilà. Et puis c'est ça ma fainéantise. En effet, c'est un alexandrin. Pour moi, la poésie doit être libre, elle doit partir d'un coup, c'est un jet, j'écris des poésies en 10 minutes. Donc je ne vais pas m'amuser à uniquement écrire des alexandrins où là il me faudra beaucoup plus d'heures à faire parce que c'est une technicité particulière. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intéressant de le faire, la musicalité qui est derrière, ça renvoie, on doit être rigoureux dans les images, on doit être rigoureux dans ce qu'on veut faire passer, c'est d'une force inouïe. Donc forcément que quand on lit du Baudelaire ou quand on lit du Rimbaud, quoique je préfère Baudelaire, si je devais choisir, même si Rimbaud c'était une fulgurance, c'est tellement méticuleux qu'aujourd'hui quand on le relit, quand on le dit, c'est une véritable chanson moderne, c'est un véritable rap, c'est quelque chose qui est pratiquement intemporel avec des forces et des mots, parce que justement il y a une rigueur de l'alexandrin qui demande une rythmique sur des syllabes particulières, et que quand on lit du Molière ou quand on lit du Edmond Rostand, parce que aujourd'hui on en parle beaucoup avec le film, je trouve que voilà, ce sont des personnes qui ont passé
leur vie à écrire ces œuvres-là, leur vie, c'est ça, leur vie. Et là, ça ne supporte aucune souffrance littéraire, je pense. Et il n'y a pas beaucoup de souffrance littéraire quand on le lit. Quand on lit, alors... Voilà, donc moi je suis très très loin de tout ça. Donc je me fais plaisir, c'est vrai, mais c'est un véritable plaisir. Je ne vais pas passer mon temps à écrire pendant 10 mois une pièce de théâtre, parce que ça c'est un défi par contre, je me suis lancé. Je me dis allez pourquoi pas, je vais essayer. Mais qu'est-ce que j'ai galéré, c'est un boulot énorme. Et là oui, je suis un gros feignant. Tu as parlé de la beauté, de la force dramatique de l'Alexandrin, en citant Edmond Rostand, effectivement, parce qu'on en parle beaucoup grâce à la pièce de théâtre adaptée au film, au cinéma maintenant, Edmond. Moi, je voudrais en profiter quand même pour remonter un petit peu dans le temps et pour faire la promo de Jean Racine, parce que c'est du XVIIe siècle et on n'est pas très nombreux, je pense, à lire encore Jean Racine. Donc si je pouvais faire une petite pub pour cet auteur dramatique exceptionnel qui a produit plus de 50 pièces de théâtre, dont Esther, Médée, Polieux, la Thébaïde. Parler de la force dramatique et ne pas parler de Racine, il a fait des alexandrins absolument sublissimes. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais faire sa promo, relisons Racine parce que c'est extraordinaire. C'est vrai que pour la philanthrope, la pièce de théâtre en alexandrin, j'ai lu beaucoup Racine pour me réimmerger de ce que tu dis, de cette dramaturgie aussi. De ça. Donc, et j'ai fait aussi le clin d'œil de Molière, pour ça s'appelle la philanthrope, le clin d'œil du misanthrope, parce que c'est une histoire très moderne. Alors c'est ça la réalité, c'est que c'est une histoire très moderne, c'est un alexandrin, on a l'impression que c'est du vieux français, c'est de la vieille littérature, alors que ça renvoie vraiment de la modernité très. C'est ce qui m'a plu de le faire. Et il est vrai que si on lit plus cet immense tragédien que fut Racine, alors évidemment on se dit XVIIe siècle, c'est un peu austère, ça fait un petit peu peur, mais il suffit de lire les 6-8 premiers vers, et tout d'un coup, la poésie, la musicalité de la langue vous emmène, et vous commencez à parler XVIIe siècle. Et ça n'est plus du tout un obstacle. Et vous êtes que dans le drame, que dans l'histoire. Moi, je voudrais rebondir, Franck, sur ce que tu as dit à propos du flow. Du flow quand tu écris une poésie, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose à toi. Qui s'impose à toi, que tu poses peut-être, en tous les cas, je le devine comme ça, comme une certaine urgence, poser une émotion à travers des mots. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit à propos des moments dramatiques où le fait d'écrire a permis de ne pas sombrer et donc de faire bien sûr le lien avec une thérapie. Cette thérapie étant, quand on écrit, à mon avis, la capacité de reprendre à soi-même et ne plus laisser à l'autre l'arbitrage de notre douleur. C'est-à-dire que quand on est amoureux, puisqu'on parle par exemple d'une première fois, et qu'on est malheureux de l'amour, on accorde à l'autre d'avoir sur nous une ascendance absolument énorme, positive comme négative, et quand elle est négative, le fait de se mettre dans l'écriture et de faire de la poésie ou toutes sortes d'autres écritures permet de se recentrer sur soi et de s'accorder à soi-même d'être le décideur de sa vie et de surmonter les émotions que l'autre a engendrées. En écrivant, en posant, on avance, on écrit encore, on fait sa propre thérapie et on se réapproprie son être et son âme, ce qui permet de passer à demain et avoir une nouvelle première fois. Oui, il y a une forme en effet sûrement de thérapie. C'est marrant ce que tu dis parce que je lis, j'ai des auteurs que j'aime beaucoup, là je suis en train de lire, je suis dedans, hein, ce que tu dis, parce que je lis en ce moment Irving Yalom, donc forcément, qui est un écrivain qui est incroyable, mais surtout un thérapeute. Et donc du coup, par sa littérature, comment on travaille la thérapie aussi, je trouve ça assez intéressant. Oui, c'est sûr que c'est pour moi en tout cas une forme de thérapie, mais je pense que n'importe quel acte de création que chacun fait est une forme de thérapie. Donc après, le mot thérapie fait peur, voilà, on est assez complexe, et puis c'est pas très grave, il faut juste l'assumer. Donc la poésie, c'est vrai que c'est facile, pour moi c'est facile, c'est quelque chose qui est facile. C'est-à-dire, alors là je vais pas dire tout à fait ce que j'ai dit, mais pour moi c'est facile, mais c'est pas la bonne poésie, c'est la poésie qui jaillit comme ça. Donc j'écris des poèmes, je peux écrire des dizaines de poèmes dans une journée, je peux écrire un poème en 10 minutes, 15 minutes, ce qui est vrai, ce
qui est la réalité, parce que c'est vraiment l'émotion qui doit partir. Après, je ne le retravaille pas comme je devrais le travailler, et c'est pour ça que je me fais si engueuler que ça. Et puis bon, j'ai pas d'enjeu, et je m'en fiche quelque part. Et quand je les relis des fois, quand j'en relis des fois, qu'est-ce que je ne les aime pas, ou qu'est-ce que certains, je dis, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Je peux en être surpris, parce que je revois le message que j'ai voulu et l'émotion que j'ai voulu faire. Et sûrement, ça m'a fait beaucoup de bien sur le moment de pouvoir le faire. Et j'invite d'ailleurs, quand on fait des résidences d'écriture, j'en ai animé des résidences d'écriture, j'invite vraiment à se mettre, c'est impressionnant comment les personnes qui s'imaginent ne jamais pouvoir être capables d'eux peuvent sortir. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure dans le travail que Mehdi vous a fait faire, sur les émotions, sur les mots que vous sortez. Imaginez que ces mots, rapidement, vous en fassiez, vous les commencez à les coudre les uns avec les autres, commencez et bien, vous écrivez des choses qui vont être intéressantes. Et vous allez écrire des choses qui vont être profondes. Et cette profondeur-là, vous allez pouvoir... C'est un témoin, un relais. C'est comment vous témoignez les choses. Et je pense que quand on fait travailler cette notion d'écriture, c'est pas du travail. Il faut que, vraiment, partir des émotions, on peut écrire, on peut sortir des choses de nous. Et surtout, ne pas se brider. Le faire, voilà, le faire. Il faut le faire, parce que c'est une forme, en effet, c'est comment on expurge des choses, mais comment aussi on extériorise, on exorcise même certains sentiments qui sont troublants, qui peuvent être aussi plombants. Je ne veux pas plomber l'atmosphère, parce que là, en l'occurrence, sur première fois, il y a en effet ces choses-là qui arrivent. Il y a cette forme de thérapie qui est racontée aussi. D'ailleurs, je dépeins à un moment donné, je décris aussi le monde psychiatrique, enfin le monde psychiatrique dans un hôpital psychiatrique. Dans une clinique psychiatrique précisément, ce qui se passe, assez dramatique d'ailleurs, hein. Enfin je suis un peu dur, mais là pour le coup ce sont des émotions que j'ai vécues, c'est pas que je suis passé par là, mais c'est que j'ai vu les personnes qui sont passées par là, oh, je me suis dit là, c'est quand même, ça envoie quand même des choses particulières et compliquées, que j'ai voulu aussi retranscrire par rapport à là, parce qu'on parle d'une dépression, et comment cette dépression-là, alors il va se passer des choses, c'est comment une perte de mémoire va arriver et va faire aussi, va être une première fois sur beaucoup de choses et va permettre aussi de se reconstruire ou de se construire complètement et de faire qu'il y a quand même une chose dans ce roman qui est vraiment qui est le message là-dedans, même si les personnages sont compliqués, enfin ils ne sont pas compliqués, c'est peut-être ce que l'on vit tous à un moment donné, c'est que l'amour est présent en permanence et que l'amour, on peut essayer de s'en dessaisir à un moment donné parce qu'on en souffre trop, donc ça devient une passion, il nous rattrape toujours. La question, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une syncope, pour pas dire une commotion forte entre le côté free jazz en fait, de sa sort. On ne sait pas comment ça sort, mais comme tu viens de dire, en 10 minutes je fais un poème, etc. Donc en fait, il y a une maîtrise, comment dire, de l'écriture dans sa rapidité, dans son extrême rapidité. Effectivement, et là, le reproche, on peut te le faire, c'est-à-dire que des fois c'est bien, mais des fois c'est moins bien, parce que évidemment le filtre après de la relecture, le fait de jeter quelque chose à l'extérieur de soi, c'est pas forcément suffisant pour qu'on se dispense d'un retravail. En fait, c'est ton côté feignant, entre guillemets. Alors on peut dire d'une certaine manière que tu as trop de facilité, ce qui encourage ta feignantise. Ça serait une sorte de paradoxe. Je modère ce paradoxe en disant que de l'autre côté, évidemment, c'est une question de temps. Et que la temporalité, tu vois, du temps consacré à l'écriture, c'est quelque chose qui démange, en fait, qui prend beaucoup de temps, et que toi, tu as d'autres activités qui ne sont pas liées à l'écriture. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième remarque, en fait, j'étais surpris que tu fasses un roman. Parce que dans un roman, effectivement, bon, je vais être un peu, pas trop savant, mais est-ce qu'on a besoin d'une théorie du roman pour écrire un roman? Est-ce que si on dit que le roman c'est un genre bourgeois, ce que dit Lukács par exemple, est-ce qu'on a besoin de faire un roman qui soit, comment dire, le récit d'une vie, d'une subjectivité à travers ses personnages? Et ça pose la question du roman à thèse. Quand tu dis souvent, j'ai besoin, il y a le message, hein, quand tu dis, et donc j'ai l'impression, la question je la précise, entre le côté free jazz, spontané, pulsation, syncope de ton écriture, ça comment dire, ça coince, j'allais dire, parfois, avec une prise de position idéologique, tu vois ce que je veux dire, avec des romans, avec un côté, disons, politique,
qui est parfois, comment dire, qui relève du roman, enfin qui relève je ne dis pas ça en 3C, mais qui relève, parce que je sais que tu n'y es pas, mais qui relève d'un côté du roman à thèse socialiste, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc en fait, comment tu vis cette tension entre ce romantique que tu es, tu vois, cette émotion qui traverse ce jaillissement de l'écriture, et de l'autre côté, ce message que tu as envie d'envoyer. Oui, tu touches en effet un point sensible, Franck. Mais bon, je n'en attendais pas moins de toi. Bon, pour le côté free jazz, je suis forcément, moi, la musique est très, très importante dans ma vie. La musique, dans tout niveau, d'une manière très, très large. Et c'est vrai que quand j'écris, j'ai une musique dans la tête. Donc on a des sonorités, des musicalités, ça c'est sûr. Si j'ai pas ça, pour moi je traduis toujours, j'ai dans ma tête cette musique. Et du coup j'essaie, ça peut transpirer une musicalité. Bon, le côté feignant, tu l'as tout à fait dit, et c'est pas un paradoxe, c'est la réalité. C'est la réalité. La fluidité à un moment donné permet d'être feignant et du coup de se soustraire d'une rigueur. Ça c'est un vrai... Moi je me suis fait engueuler, je me ferai engueuler encore. Donc engueule-moi, j'en suis... content parce que c'est vrai. Si j'avais un éditeur qui serait consciencieux, forcément que là, ça serait différent. Là, on jetterait des choses, on en garderait d'autres et on les retravaillerait. On est d'accord, tu vois. Donc, j'invite n'importe qui à méditer. Ça pourrait peut-être m'aider à me cadrer par rapport à ça. Et il va falloir que ça soit ma première fois, comme tu le disais. Parce que je pense que faut passer ce cap. Après, la question, Franck, sur le côté roman, comment on arrive, en effet, quand on est sur un art littéraire qui est la poésie, comment on peut imaginer, enfin en tout cas, écrire un roman politique, c'est-à-dire un roman qui va amener des messages particuliers. À la limite, en lisant Charlotte, je ne sais pas s'il y en a ici, je sais qu'il y en a qui ont lu Charlotte, donc le roman qui est avant, qui est un roman très politique, pour le coup, qui est beaucoup moins un roman poétique, pour le coup aussi. Je ne sais pas si tu l'as lu ou si ça a fait résonance, d'accord, parce que pour moi c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai écrit que sur 50 et quelques ouvrages, j'ai dû écrire moins d'une dizaine de romans. Donc ça veut bien dire que quelque part c'est compliqué, que dans mes messages politiques, à la limite, moi j'ai fait passer dans des recueils comme Élie Élysée, La poétique de l'anarchie, où il y a des textes qui sont là, qui envoient politiquement, qui ne sont pas métaphoriques, qui ne sont pas poétiques dans l'absolu, mais qui envoient d'une manière laconique, c'est-à-dire plutôt sous forme de, pas d'essai, mais sous forme de, pas de nouvelles non plus, mais comment dire, sur un art très, très concis, des messages politiques. Ça, c'est des textes, quelque part. En faire un roman, c'est vrai que, comme Lulu m'a dit tout à l'heure, qui pourrait être du politique, mais qui renvoie quand même une forme d'indulgence ou une forme de... Parce que la poésie amène des images qui vont adoucir les angles. Oui, c'est compliqué. Et c'est sûrement pour ça que j'en écris pas beaucoup de romans. Parce qu'en fait, au fond de moi, ce qui m'importe le plus, c'est de faire passer des émotions et des messages à travers la poésie. Mais qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir écrire un ouvrage politique et qui transpire le socialisme. Moi, j'ai pas peur des termes, qui transpire véritablement le socialisme, d'autant que c'est ma conviction par tous les voyages que je fais, par tout le travail que je fais au quotidien, qui m'indique tellement de messages politiques et humanistes. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme humaniste parce que ça fait humaniste qui ne l'est pas aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas un propos, c'est pas un problème, mais en tout cas politique, qui renvoie vraiment. Alors, j'avais dans ma tête à écrire un ouvrage, un roman où le personnage, ça se passe en Amérique latine, justement, où on renvoie des messages très politiques en termes socialistes, justement, du socialisme. Donc ça, je l'ai aussi dans la tête. Je pense que ça va m'être difficile de l'écrire, par rapport à tout ce que tu as dit. Et je pense que c'est pas un paradoxe, c'est une réalité. C'est-à-dire que je suis feignant du fait que je vais facilement écrire des émotions, faire transpirer des émotions, et je vais pas me contraindre. Je vais pas me contraindre à l'édition. Et l'édition est très importante. C'est-à-dire que quand on a un éditeur, quand on a une ligne éditoriale, tout le travail de l'édition est très important. Moi, j'écris des livres qui n'ont rien à voir avec sur la technicité ou le jardinage, où on a un éditeur, c'est extrêmement... Ce travail-là est remarquable. Enfin, moi, je trouve.
parce que ça nous limite, et puis ça nous permet d'être dans un cadre, et que ce cadre-là, il est fait pour que justement on puisse nous sortir le côté, enfin vraiment la substantifique moelle des choses. Et voilà, donc je pense que ce que tu as dit là, pour moi en tout cas, est un aiguillon plus qu'autre chose. Je le partage complètement, et c'est un véritable aiguillon. Et peut-être que dans 20 ans, on en rediscutera, et on aura peut-être, voilà, j'aurais fait beaucoup de progrès, j'espère. Sur la musique, je voulais simplement dire un truc, c'est que est-ce que tu n'aurais pas envie de faire des chansons, une sorte d'opéra ou quelque chose de... Parce que ce qui a été dit tout à l'heure sur l'alexandrin et ta technique de l'alexandrin, on sent qu'il y a un besoin de la musicalité, bon, qui est d'ailleurs en fait chez les poètes que tu viens de citer là, qui est beaucoup moins présent chez les poètes du contemporain. Après Mallarmé, on peut dire d'une certaine façon que là tu es dans une période antérieure, parce que c'est de la musique avant toute chose. Et la question c'est, est-ce que tu aurais envie de faire des chansons, un opéra? Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les grands classiques, enfin les grands tragédiens de l'époque, du XVIIe, c'est qu'à l'époque, la musique, elle est assez rare, parce que rassembler un orchestre, ça coûte très cher. D'ailleurs, l'idée de concert n'existe pas encore, les concerts publics sont beaucoup plus tardifs, sont 18e. Donc ça veut dire que la musicalité, elle est dans la langue. Aujourd'hui, on a moins besoin de musicalité dans la langue, tout simplement parce qu'il y a de la musique partout. Donc là, il y a une sorte de paradoxe. Oui, mais c'est vraiment marrant ce que tu me dis là, parce qu'en effet, j'ai un projet, j'ai commencé. Alors là, je ne devrais même pas le dire, parce que... mais c'est d'écrire une comédie musicale uniquement sur la musique classique. Sur la musique classique, avec des chansons derrière qui soient très modernes. Enfin, très modernes. Comment on renvoie par la musique classique en écrivant une comédie musicale? Donc je suis en train de travailler là-dessus. C'est dingue que tu me dises ça. Je pensais absolument pas en parler. Je leur dis, mais parce que ça me chatouille, en effet. Ça me chatouille. Et alors des chansons, j'en ai écrit, parce qu'à un moment donné, je composais aussi. Donc j'en ai écrit pas mal. Mais là j'aimerais vraiment... Là, pour le coup, c'est un projet qui va me demander beaucoup de temps. D'abord d'aller chercher la musique, parce que il y a énormément de chanteurs aujourd'hui encore, où, quand on prend Gainsbourg et tout, qui a utilisé la musique classique pour renvoyer des chansons extraordinaires. Et je me dis aujourd'hui, mais comment on n'a pas pu penser à faire une comédie musicale sur ces musiques-là? Il y a tellement de choses à dire, et avec un sujet très moderne d'ailleurs. Et là, pour le coup, aussi politique. Donc oui, ça, je suis sur cette intention. Est-ce que je vais le faire et le finir? Ça, c'est encore autre chose. Je pense que tu auras l'intérêt à le faire. Parce que ça serait la rigueur, ça serait imposer une rigueur qui est la rigueur des classiques. Il y a un moment, en fait, où Francis Ponge, par exemple, qui est un poète contemporain, quand il fait l'apologie de Malherbe, en fait, c'est la rigueur, disons, une rigueur qui permet, en fait, de pas de déconstruire le vers, parce qu'on peut arriver, évidemment, à n'importe quoi, enfin, n'importe comment, si j'ose dire, et que cette rigueur, en fait, c'est la rigueur de la construction, et c'est une rigueur de la rythmicité qui est présente. Peut-être que ça t'aiderait, moi je pense qu'en tous les cas, ça me ferait plaisir de l'écouter. Tu dis que tu es feignant, que tu ne reviens pas sur tes textes, que tu peux écrire pendant 10 minutes et que c'est sorti. Est-ce que c'est essentiellement ça, ou c'est parce que tu as tellement de choses à dire que si tu revenais sur ton texte et que tu travaillais pendant une semaine, ça veut dire que tu ne pourrais pas dire les autres choses les messages que tu as envie de passer? J'ai pas forcément toujours l'impression que c'est de la fainéantise, mais tu as tellement de choses à dire et à pouvoir partager que tu ne peux pas revenir sur la tapis, parce que sinon tu ne peux pas intervenir sur un sujet que tu fais à cœur derrière. En fait, je ne me suis pas posé cette question, même si je me l'ai dit, je vais me la poser, parce que pourquoi pas, je sais pas. C'est vrai que j'ai un côté prolifique, c'est sûr. Qui peut m'handicaper d'ailleurs, ce côté politique et prolifique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que j'écrive, et j'écris n'importe quel moment. Je crois que c'est Amélie Nothomb qui écrit 4 bouquins par an, et qui écrit tout le temps. Elle a besoin de ça, c'est prolifique, c'est vraiment... Et après, il faut exclure des films. Donc, peut-être, oui, je ne me suis jamais posé cette question, merci de me l'avoir posée, Angélique. Je vais y réfléchir fortement, parce que je n'ai pas de réponse là à t'apporter par rapport à ça, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. En fait, quand je dis je relis pas, il ne faut pas exagérer, je relis quand même. Si je vois, d'abord par rapport aux fautes,
Et puis par rapport aussi des fois à des choses un peu bancales, je vais quand même reprendre ça. Mais je ne suis pas assidu à la correction, voilà. Je ne suis pas un correcteur, quoi. Je ne suis pas vraiment là-dessus. Je passe en effet vite à autre chose. Ça c'est vrai, je passe vite à autre chose. Voilà. Merci beaucoup.